C'est même parti. si on est un peu en avance. On Allez, t'écoute. c'est parfait. Comme ça, vous avez même eu les coulisses de l'installation. Donc, bonjour à tous, je suis Pauline. Aujourd'hui, je viens vous parler de SEO by Design. Donc, pour vous donner un peu de contexte, moi, je suis consultante en marketing digital et j'ai commencé ma carrière il y a 8 ans maintenant dans une agence un petit peu spéciale, pas seulement parce qu'elle était basée à Chiang Mai, donc à l'autre bout du monde, mais parce que cette agence avait un certain nombre d'activités qu'elle propulsait quasiment exclusivement par le SEO. Donc forcément, il y a 3 ans, quand j'ai décidé de passer de chez l'annonceur à une agence où on travaille pour d'autres clients, même si je ne suis pas consultante SEO, j'ai embarqué cette expertise dans mes bagages. Et donc aujourd'hui, ça colore la plupart de mes réflexions. Donc j'ai rejoint Adelium, qui est une agence spécialisée dans les problématiques digitales des grands groupes et des ETI. Et j'ai eu la surprise de découvrir des acteurs très différents, dans des secteurs d'activité vraiment différents, qui pouvaient me sortir des phrases comme « Nous, on est dans l'industrie. Si on veut ranker, il faut qu'on publie du contenu hyper technique » de la part de quelqu'un qui travaillait sur un site institutionnel qui s'adressait principalement à des journalistes et des personnes en recherche d'emploi. Donc pas franchement les profils super techniques qu'on peut penser. On a aussi eu des personnes qui nous disent « Ah non, mais là, en bas de la page, il faut rajouter un WYSIWYG. » Donc, vous savez, ces blocs de contenu flexibles où on peut mettre un peu ce qu'on veut, parce qu'on en a besoin pour le SEO, mais sans vraiment se poser la question de qu'est-ce qu'on veut vraiment dire sur cette page. Ouh, je suis allée trop vite. Moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous montrer, alors c'est pas seulement parce que je viens d'Avignon que je vous fais une métaphore autour des ponts, mais ce que j'ai envie de vous montrer, c'est qu'entre le SEO et l'UX, il y a un vrai pont. Et l'objectif de cette conférence, c'est de vous embarquer avec moi sur ce pont à travers 6 piliers qu'on va franchir ensemble pour comprendre comment l'UX peut booster votre visibilité, mais aussi vos conversions. Le premier pilier de ce pont, ça va être l'utilisateur. Donc, je viens de faire toute une métaphore autour des ponts. L'utilisateur, c'est la clé de voûte, en fait. Parce que cet utilisateur, il va se retrouver au centre autant de l'expertise en SEO qu'en UX. En SEO, ça va se traduire par de la requête utilisateur. Cécile vient d'en parler. Vous savez que la requête, elle va être au cœur de tous les contenus qu'on va être amené à produire. En UX, on va plutôt parler de besoins utilisateurs. Quand on fait du SEO, on connaît les intentions de recherche. Ça parle à tout le monde un petit peu ces 4 intentions? Oui. Ouais. Donc, les intentions de recherche, ça va être la typologie de demande que va avoir l'utilisateur quand il va faire une recherche dans un moteur de recherche. Et donc, en fonction de si l'utilisateur il va plutôt avoir une question de type qui, quoi, pourquoi, comment, donc du contenu informationnel, ou une recherche plus mature qui va plutôt être du type vol pour New York pas cher, on va travailler du contenu et des parcours différents. Et en SEO, on va plutôt aller pousser en fonction, les contenus en fonction de cette intention de recherche. En UX, on va avoir besoin d'un peu plus d'informations à se mettre sous la dent. Ça ne va pas nous suffire, ça, d'avoir l'intention de recherche et puis potentiellement un score d'opportunité avec un niveau de concurrentialité. On va vouloir tout savoir sur notre utilisateur. Qui ils sont, ça va être leur catégorie socio-professionnelle, où ils vivent, quelle est leur tranche d'âge, quels sont leurs besoins. Parce que la requête, c'est une chose, mais finalement, dans leur recherche, est-ce que ça veut vraiment tout dire de ce qu'ils veulent vraiment? Parce que l'utilisateur, il est très doué pour cacher un petit peu ce qu'il cherche. Parfois, il faut aller creuser. Pourquoi est-ce qu'ils viennent sur nos interfaces? Après tout, il y a des millions de sites sur le web. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de nous choisir nous? Pourquoi est-ce qu'ils naviguent sur notre site? Pourquoi ils vont faire une conversion chez nous? Qu'est-ce qu'on va apporter de différent? Et nous, qu'est-ce qu'on veut qu'ils fassent? Parce qu'on n'est quand même pas une ONG, ça arrive parfois, mais même les ONG, elles ont un but à atteindre. Donc, qu'est-ce que nous, on veut les amener à réaliser comme action? Oh, à chaque fois, ça va trop vite. Et donc, à partir de ces informations, on va pouvoir cristalliser toute cette connaissance utilisateur dans une fiche persona. Donc ici, je vous présente Hugo. Hugo, c'est le persona d'un de nos clients qui est spécialisé dans l'horlogerie haut de gamme, pour qui on a réalisé une application mobile pour accompagner les utilisateurs qui se rendent sur leur salon.
on a pu cristalliser toute la connaissance qu'on avait sur les utilisateurs avec les objectifs, les comportements clés et les leviers d'engagement. Quand on a un niveau assez avancé sur l'interface en cours, on va même pouvoir aller identifier les parcours recommandés. C'est-à-dire que là, on est sur un client qui est en multicanal, et donc l'idée, ça va être d'identifier pour chaque besoin de l'utilisateur sur quel canal il va être amené à naviguer. Un autre point important sur Hugo, c'est que Hugo, il va aussi vous aider à trancher dans les débats. Parce que quand vous allez passer dans les phases de conception, vous allez avoir du « j'aime, j'aime pas », du « moi, je suis pas d'accord ». Ça, je pense que tout le monde y a déjà eu droit. Hugo, il va venir trancher, parce que ses besoins, ils vont faire foi. Et en fait, vous allez pouvoir arriver en disant « non, mais en fait, là, on doit penser la page de cette façon, parce que Hugo, lui, c'est son besoin ». Je vais vous donner 2 cas concrets avant qu'on rentre dans les piliers suivants sur ce qu'on peut faire avec toute cette connaissance utilisateur une fois qu'on l'a cristallisée. On va pouvoir auditer ces contenus. Donc là, vous avez un exemple d'un client qu'on a accompagné qui fait de la location de chalets haut de gamme, donc du saisonnier, et on a audité ses contenus. On a utilisé le Flash Reading E-Score, qui est un score qui va identifier le niveau de difficulté d'accès à l'information du contenu. L'idée, ce n'est pas de dire si vos utilisateurs sont plus cortiqués que les utilisateurs du voisin. D'accord ? On n'essaye pas de savoir si on écrit pour des personnes hyper diplômées. On va aller identifier si l'accès à l'information est trop difficile. Cécile vient juste de vous en parler. On en a parlé aussi ce matin sur d'autres conférences, celle de Luca notamment. Il est très important d'avoir du contenu qui soit facile à comprendre. L'utilisateur, quand il vient sur une page, il a besoin de trouver rapidement son information. Là, vous pouvez voir, on a ce qu'on appelle un mur de contenu. Le mur de contenu, qu'est-ce que c'est ? Quand vous êtes sur le web, vous ne lisez pas le dernier polar à la mode. Vous avez besoin de trouver une information rapidement. Donc il est important de structurer le contenu avec des phrases plus courtes et avec une hiérarchisation visuelle. Peut-être plus de titres sur la page, là vous avez juste un extrait, mais peut-être une plus grosse structuration de la page avec des titres. Vous pouvez aussi avoir du chunking. Le chunking, ça va être les listes, on en parlait tout à l'heure, hyper apprécié par l'IA en plus. Chunking, un exemple très parlant pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est. Si je vous donne mon numéro de téléphone, il va y avoir 10 chiffres, vous allez l'oublier. Si vous faites des blocs de 2 blocs de 4 chiffres et 2 chiffres à la fin, c'est beaucoup plus facile à retenir. C'est le même principe. Un autre cas concret que j'ai appelé maxi menu supplément confusion, parce qu'il y a un préjugé qui est que quand on veut pousser des pages de contenu, il faut absolument les mettre dans la navigation. Et donc on peut se retrouver avec des choses comme ça. Donc là, c'est un acteur pour lequel on a fait un audit il y a 3 ans, qui s'appelle Courtales, qui fait de la formation en ligne pour des élèves qui préparent leur post-bac, tout simplement. Et donc sur un des menus, ils avaient décidé de pousser tous les articles de blog qu'ils avaient envie de pousser. Et donc imaginons, moi, je suis un jeune au lycée, je veux trouver une formation post-bac, et je vais être confrontée à potentiellement choisir sa fac de médecine en Île-de-France alors que j'habite à Bordeaux. Donc en fait, on va avoir une surcharge d'informations, les parcours sont absolument pas, ils sont pas du tout adaptés au stade où on est l'utilisateur dans sa découverte. Donc on a fait quelques recommandations. On n'a pas eu la chance de faire le design de ces parcours, mais j'ai quand même eu la curiosité d'aller voir, quand j'ai préparé cette présentation, où en était le menu aujourd'hui. Donc voici comment il était il y a 2 semaines. Voilà, donc ce qu'on leur a recommandé, bien sûr, c'est de clarifier les entrées, et puis aussi de réorganiser en ayant des étapes en fait, pour découvrir le menu. Alors aujourd'hui, il y aurait encore plein de choses à améliorer. On serait ravis de pouvoir les accompagner à nouveau, mais c'est déjà une grosse progression par rapport à ce qu'on avait avant. Tout ça, ça ne se fait pas tout seul. Donc là, on va parler de travail d'équipe, parce que ça va être crucial pour pouvoir avancer de manière cohérente et structurée sur les phases de conception. Parce que ce que je veux que vous reteniez dans cette conférence, c'est que le design, on pense souvent que ce sont des maquettes, que c'est du beau. Quand on dit oui, nous on fait de la conception, les gens nous disent oui, bah, c'est bien beau, mais moi je veux pas juste un joli site, je veux un site qui performe.
le design, ça va bien au-delà. Le design, il commence dès les étapes de réflexion sur votre site. Ça, c'est un flowchart, un bout de flowchart, qu'on a pu faire pour un de nos clients. Et donc, en fait, la question, ça va être de se dire, mon client, il arrive sur une page d'entrée, je veux l'amener à réaliser une telle action, lui, il a le besoin d'aller réaliser telle action. Quels écrans il va rencontrer tout au long de son parcours? Et en fait, ça va être souvent étroitement lié avec l'arborescence. Et toutes ces réflexions de parcours, de pages qui vont être rencontrées d'arborescence, il est crucial de les penser en intégrant tous les acteurs dans la boucle dès le départ. C'est-à-dire l'agence SEO dès ce stade. Je pense que tous les chefs de projet sont traumatisés par au moins une refonte où le client n'avait pas encore d'agence SEO quand ils se sont lancés, et du coup l'agence arrive à la fin, et l'agence dit bah, « ça va pas », et du coup il faut tout refaire, ou il faut revenir en arrière. Donc c'est crucial, nous on travaille toujours avec les acteurs SEO dès le début, parce que le design, il commence dès ces étapes. Et vraiment, je le martèle, parce que ça paraît tout bête dit comme ça, mais ça peut vraiment changer la donne pour votre site. Donc une fois qu'on a identifié ces parcours, on va aller s'intéresser à ce qu'on va mettre sur ces pages. Quel va être le détail de chacun de ces écrans qu'on va rencontrer? Comment on fait ça? En SEO, on a l'habitude de la pyramide inversée. C'est un peu ce qu'on apprend quand on commence la rédaction web, c'est-à-dire qu'il y a une requête, on arrive sur une page, il faut donner l'information tout de suite. Après, on va détailler avec les informations les plus importantes. Et vous vous souvenez, le bloc de WYSIWYG, là, en bas, où on va fourrer absolument tout ce qu'on peut, tous les mots-clés là, que YourText Guru ou TutSEO nous disent qu'il faut mettre, hop, on va les caser là, parce qu'on n'a pas réussi à les caser avant, et que si on veut ranker, il faut absolument les mettre. En UX, on va essayer de réfléchir un peu différemment. Alors, je ne dis pas qu'on ne va pas mettre les informations les plus importantes en haut. En revanche, on va essayer de penser la structure de la page de sorte à ce que chaque composant intervienne à la bonne étape du parcours et délivre le bon niveau d'information. Ça va donner ce qu'on appelle un zoning. Donc, le zoning, c'est le résultat d'un atelier autour duquel on se pose avec notre content designer, qui est dans la salle aujourd'hui. Bonjour Claire. Et notre UI designer. Et on va réfléchir à ce que le client a besoin de découvrir et en même temps à ce que la marque a envie de véhiculer. On va faire des post-it qu'on va aller hiérarchiser de cette façon. Ensuite, on va pouvoir le traduire en trame de contenu. La trame de contenu, c'est un document Word ou GDoc, peu importe votre outil de traitement de texte, sur lequel on va venir reporter ces composants dans l'ordre dans lequel on les a validés. On va pouvoir les donner à notre client pour que le client puisse les compléter. Parce que nous, on travaille en content first, donc il est important que le design s'adapte au contenu. On va pouvoir ensuite le faire valider par l'agence SEO pour avoir un plan de balisage. On le fait en parallèle avec les maquettes en général. Et ce document, avec la maquette, ça va devenir une sorte de backlog SEO pour la hiérarchisation des titres, mais aussi pour les contributeurs et pour nos développeurs. Le document que je vous ai présenté avant, il permet d'éviter d'avoir du lorem ipsum sur les maquettes. Et vous allez me dire, ok Pauline, mais là tu me montres une maquette où il y a du lorem ipsum. Eh bien tout simplement parce que derrière, on va pouvoir faire des design systems où une fois qu'on a mis au point nos composants, on va pouvoir ensuite décliner sur d'autres maquettes beaucoup plus vite, parce que nos composants, on peut les réutiliser. Et donc là, on n'a plus besoin de se poser la question de est-ce qu'on a tous les contenus, on peut avancer. Même si on vient de voir que l'IA peut nous aider dans la rédaction des contenus, on ne peut pas encore se passer de l'humain. Et jusqu'à preuve du contraire, ce sont des humains qui vont intégrer vos contenus dans le back-office. Et il y a un truc que les développeurs ils aiment bien nous dire, c'est que quand il y a une erreur, généralement, c'est celui qui est entre la chaise et l'écran. Donc l'humain, il va être facteur, il va être source d'erreurs. En fait, tous les contributeurs ne sont pas forcément formés au SEO. Parfois, on va avoir des backlogs qui peuvent être trop techniques. Ça nous arrive de récupérer des sites qui n'ont pas été pensés pour l'utilisateur qui va contribuer. Les utilisateurs, ils ne savent pas forcément où aller mettre le contenu, comment mettre leur balisage correctement. Ils ne savent pas faire. Ils ne savent pas ce que c'est un attribut alt. Et là, maintenant, en plus, il y a l'accessibilité qui est devenue primordiale. Ils ne sont pas forcément formés.
Donc on peut les accompagner. Là, par exemple, c'est un exemple d'un composant flex. Quand on fait du flex, généralement les HN, donc vos balises titres, on peut les choisir librement, parce qu'en fonction de où va être la position, enfin, où vous allez positionner votre bloc, vous n'allez pas forcément avoir besoin du même niveau de titre que si vous le mettez ailleurs sur la page. On s'est rendu compte que si par exemple on laissait le niveau H1 libre, il y avait des utilisateurs qui pouvaient nous mettre plusieurs H1 sur une page. Donc déjà, on a supprimé le H1 et on a pris l'habitude d'avoir un volet à part, en tout cas quand c'est possible, pour que l'utilisateur contribue son hero avec un seul H1. Ensuite, on a essayé d'automatiser au maximum. Donc là, c'est l'exemple d'un site qui est sorti il y a moins d'un mois, qui s'appelle BVT Pro. Donc, c'est un acteur local aussi qu'on accompagne depuis 2 ans maintenant. Et en fait, pour tous les composants qui ont des sous-titres, donc les accordéons, les 3 colonnes avec des sous-titres, les icônes texte, tous ces composants-là, on a systématisé le fait d'avoir le H3 qui se mette automatiquement et qui ne soit pas à la main du contributeur pour limiter les erreurs. Ce qu'on peut faire pour accompagner aussi le contributeur, c'est de lui mettre à disposition un volet SEO à part pour le guider, pour l'amener à réfléchir sur quelle va être ta balise title, quels vont être tes mots-clés, mettre sa métadescription et choisir s'il inclut la page dans le sitemap ou pas. Et on peut aussi aller un peu plus loin avec les micro-contenus dans le back-office pour guider l'utilisateur. Bon, là, je n'avais pas de micro-contenus sous la main sur les VO auxquels j'avais accès qui soient liés au SEO, mais cet exemple, c'est juste pour vous montrer ce que c'est un micro-contenu. Ça va être une petite phrase qui, en peu de mots, va expliquer à l'utilisateur la conséquence de son action. Et les micro-contenus, ils vont être super importants, parce qu'ils vont avoir un impact, là, on vient de le voir en back-office, mais aussi en front. Les micro-contenus, la première fois qu'on a commencé à entendre parler de ce terme, c'était en 1965 par Alphonse Chapanis, qui a écrit un article qui s'appelle Words, Words, Words. Et il a identifié que le langage avait un rôle prédominant dans les relations humain-machine. Et qu'en changeant juste un mot, on pouvait avoir un impact considérable sur les performances humaines et sur l'expérience utilisateur. Donc là, concrètement, vous voyez à droite des exemples de micro-contenus. Et vous pouvez voir que l'exemple le plus efficace, c'est celui du bas, et c'est celui qui a le moins de mots. Un exemple avec Tikamoon, où vous pouvez voir les titres qui sont des micro-contenus, et qui sont beaucoup plus travaillés dans le sens où on va aller véhiculer l'identité de marque à travers ces contenus. On a encore des personnes qui pensent que en SEO, quand on fait de la rédaction, il va falloir bourriner les mots-clés au début de vos titres, qu'il faut les avoir absolument partout. Et en fait, avec les micro-contenus, on va pouvoir aller travailler un peu plus l'expérience, et ça va aussi avoir des impacts sur la conversion derrière. L'exemple le plus connu, c'est Google. Google, demain, vous cherchez réserver une nuit à Novotel Strasbourg. Vous allez avoir le volet latéral droite qui va vous proposer les disponibilités, les dates pour réserver. À l'époque, Google proposait directement « book a room », réserver une chambre. Sauf que du point de vue de l'utilisateur, c'était perçu comme beaucoup trop engageant. L'utilisateur, il disait « je vais devoir donner mes coordonnées bancaires tout de suite, enfin, j'en suis pas là, moi je regarde juste ». Donc ils ont changé et ils ont mis « check availability », donc vérifier la disponibilité. Et ils ont fait plus 17% d'engagement. Tout ça, ce sont des modifications qu'on va pouvoir faire avec l'expérience, avec l'intuition. Mais ces hypothèses, il va falloir les tester et les optimiser derrière. Je vous ai mis un petit résumé de tout ce que l'UX peut apporter au SEO, que ce soit dans les Web Core Vitals, l'amélioration des temps de chargement, la réflexion du poids d'une page, du poids des médias, que ce soit dans le responsive mobile, l'architecture du site, l'accessibilité, les bonnes pratiques de mise en page, la qualité des contenus. Mais derrière, tout ce qu'on va aller chercher à optimiser, même les zonings que je vous ai montrés, il va falloir les tester. Il va falloir vérifier par de la data, par que ce soit un outil type Google Analytics, Piwik, que ce soit des enregistrements de sessions, des cartes de chaleur, que ce soit des échelles Humux, donc vous savez, des petits questionnaires qu'on peut diffuser sur le site. On va aller vérifier
que ça corresponde aux attentes des utilisateurs et que ça fonctionne. Je vous donne un exemple d'un autre client historique qui est Triba, avec lequel Adelium travaille depuis de nombreuses années maintenant. On a mis en place un process de CRO avec eux sur les tunnels de devis. Et on a réussi à augmenter de 21% les demandes de devis validées et à diminuer de 4,4% le taux de rebond. Donc quand je vous dis qu'en UX, on peut aller soutenir à la fois votre visibilité et la conversion, ce n'est pas des histoires en l'air. Donc pour conclure, je vous ai dit qu'on allait traverser un pont ensemble aujourd'hui. J'espère que j'ai réussi à vous embarquer avec moi à travers ces 6 piliers. S'il y a une chose que vous devez retenir, c'est que vous devez penser utilisateur. Vous devez concevoir pour votre utilisateur parce que c'est lui qui va être consommateur et contributeur de votre site. C'est aussi important de retenir à quel point il faut intégrer votre agence SEO dans la boucle et mutualiser les expertises pour ne pas travailler de manière silotée. Et enfin, le dernier point que je veux aborder avec vous, ça va être, si je le retrouve, ça va être de tester, d'optimiser, parce que ça, c'est un grand point que va avoir le SEO en commun avec l'UX, c'est le goût du test and learn. Le web évolue vite. Et les clients, ils sont confrontés à des dizaines d'interfaces au quotidien. Donc si vous voulez être à niveau de leurs habitudes, de leurs besoins, il faut continuer à vous mettre à la page régulièrement et tester et mesurer.